Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? C'est d'abord sa douceur qui m'a touchée. Une douceur qui nous enveloppe et qui, avec bienveillance, nous emmène découvrir une nouvelle façon de faire. On voyage, on apprend en sachant que tout n'est pas parfait, mais l'idée avec cette douceur de faire, c'est surtout d'essayer de faire de son mieux. C'est ce que je ressens à chaque fois que j'écoute Céline, alias Is No Good, sur les réseaux sociaux. Alors j'ai eu envie qu'elle partage avec vous ce qu'elle me fait ressentir à chaque fois. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. N'hésite pas à t'abonner, commenter, noter et partager ce podcast pour m'aider à le faire découvrir. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Céline, Salut Tia. merci d'être là avec nous. C'est vraiment un plaisir pour moi. Alors, on va commencer par une question hyper simple, mais que je pose à tous mes invités. Toi, t'es plutôt thé ou café? Alors moi, je suis plutôt thé. Le café, ça a en général un peu trop d'effet sur moi. D'accord. Donc, on se fera une pause thé, ça me va aussi. Pour Bon, mieux très bien. comprendre la femme que tu es aujourd'hui, on va un petit peu remonter le temps. Quel style d'enfant étais-tu? Alors moi, j'étais un petit peu une enfant modèle, vraiment l'enfant qui cherche absolument à ne décevoir personne et être bonne élève pour que ses parents n'aient pas à s'inquiéter d'elle. Donc voilà, j'étais un peu l'enfant qui avançait dans un chemin tout tracé. J'étais là où on attendait que je sois, toujours ouais, vraiment la petite fille parfaite. D'accord. Est-ce que c'est dû à ton éducation? C'est vraiment quelque chose qui t'est propre, toujours aller où on l'attend parce que voilà, c'est ta façon de voir les choses? Je pense qu'il y a aussi un contexte qui a joué un petit peu. En fait, moi, je suis la grande sœur de deux petits frères qui sont jumeaux, qui ont une maladie génétique très rare qui a beaucoup, beaucoup monopolisé mes parents, en fait, quand moi j'étais petite, enfin, et pendant toute mon enfance d'ailleurs. Et je pense que voilà, le fait d'être parfaite et d'être toujours là où on attendait que je sois et de décevoir le moins possible, ça me permettait d'être sûre qui n'est pas à s'inquiéter de moi. Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui jouait. Ouais, c'était ta façon de les soutenir un petit peu aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Quel était ton rapport avec la nature quand tu étais petite? Alors moi, j'ai eu la chance de grandir à la campagne, dans une maison à la campagne. Et donc, j'ai eu la chance que mes jeux, finalement, ça se passe à l'extérieur. Donc, dès que je m'ennuyais un petit peu à la maison, j'avais la chance de pouvoir sortir, de pouvoir jouer avec les fourmis. C'est un truc que j'adorais, observer C'est les vrai. fourmis dans leur vie. J'ai toujours trouvé ça passionnant. Je me rappelle que, ouais, enfin, je pouvais être sous la pluie, j'adorais ça, j'adorais le vent, je voyais le soleil se coucher. C'est vraiment des vrais souvenirs que j'ai de mon enfance. Et j'avais un accès à une forêt qui était pas très loin. Enfin, donc voilà, moi, j'ai vraiment toujours eu ce contact avec la nature et avec la forêt et tout ça. Par contre, voilà, contact avec la nature, oui. Par contre, une conscience écologique éveillée, non. Non. Mais tu vois, j'aime bien poser ce genre de questions qui nous permet de remonter un petit peu le temps parce qu'on remarque très souvent, alors je dis pas que c'est quelque chose de général, mais c'est vrai que très souvent, on remarque que il y a un lien avec ce qui s'est passé très jeune et ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai que là, t'entendre dire, ouais, quand j'étais petite, j'étais dans la nature, dehors, en train de jouer avec les petites fourmis, tout ça. On se dit, mais finalement, c'était peut-être une suite logique de ce que tu étais enfant qui se passe aujourd'hui. Franchement, je suis pas certaine parce que Ouais. voilà, moi enfin, évidemment, je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que du coup, j'ai eu cette chance de grandir avec un accès à la nature, etc. Mais en même temps, il m'a vraiment fallu enfin, grandir. Il m'a vraiment fallu ouais, me cultiver, lire beaucoup, rencontrer des gens pour faire naître en fait une conscience écologique. Parce que voilà, même si j'avais cet accès à la campagne, c'était pas forcément dans mon éducation, le Ouais. respect de la nature, etc.
Et du coup, il a vraiment fallu que je m'éduque moi-même en fait sur ces sujets-là. D'accord. Et est-ce que ton parcours professionnel était déjà tout tracé? C'est-à-dire, est-ce que enfant, tu savais ce que tu voulais faire plus tard? Ben, alors, il était tout tracé dans le sens où il était tout tracé pour moi, c'est-à-dire sans que j'ai mon mot à dire, parce que comme Ouais. je t'ai dit, en fait, j'étais vraiment la petite fille modèle pardon, qui était là où on attendait qu'elle soit. Et du coup, ben, j'étais bonne à l'école, mes parents étaient profs de maths, donc j'allais dans les filières de maths. J'ai fait une classe prépa, une grande école, et finalement, sans jamais avoir à me poser de questions ou à me questionner sur ce que j'aimais vraiment faire, ce que j'avais envie d'apporter à la société, etc., ben, je me suis retrouvée un peu dans une carrière, comme tu dis, qui était toute tracée. Mais toute tracée, c'est pas du tout moi qui avais donné les coups de crayon pour la tracer. Ça avait été tracé pour moi. D'accord. Et ouais, en fait, il a encore une fois fallu que je m'en mêle un petit peu de ma vie quand même, que je décide un petit peu pour moi et que je chamboule un peu tout. Parce que, voilà, en fait, il y a 3 ans, ou peut-être même un petit peu plus maintenant, 3 ans et demi, en fait, voilà, donc j'ai fait un master en finance. J'ai commencé à Ok. travailler 3 ans dans un cabinet d'audit financier. Et puis, donc, il y a 3 ans et demi, je me suis dit que c'est pas venu du jour au lendemain, évidemment, hein. Il a fallu des années de questionnement et de cheminement. Mais j'ai compris que le temps en fait que j'employais dans une journée, la majorité de ce temps-là, je l'employais pas comme j'avais envie de l'employer. C'est-à-dire que j'allais tous les jours à mon travail et que ce travail, même si finalement j'avais l'impression j'y trouvais une forme d'intérêt, j'étais challengée, j'avais des responsabilités, etc. Mais malgré ça, c'était un temps que j'employais pas comme je l'aurais voulu. C'était pas quelque chose qui me passionnait. C'était pas en plus, j'étais pas du tout en train d'avoir un impact positif ni sur moi, ni sur les autres, ni sur la planète. Et je savais au fond de moi que c'était quelque chose qui était important pour moi, de faire quelque chose qui avait du sens et quelque chose de positif. Et donc, quand j'ai réalisé ça, que ce temps qui était finalement bien plus précieux, ce temps qui ne reviendrait pas, c'était bien plus précieux que l'argent qui tombait tous les mois dans mon compte en banque, et ben voilà, quand j'ai réalisé ça, c'était plus possible que je continue dans cette voie qui avait été tracée pour moi, et il fallait que j'en réinvente une autre. Tu as eu peur du changement? Parce que moi, si je prends mon exemple, moi, je sais que je me pose énormément de questions avant d'entreprendre quelque chose, avant de changer quelque chose dans mon quotidien. Surtout, tu sais, s'il y a ce côté un peu rassurant, de sécurité. Je sais que Mm. perdre cette sécurité, moi, ça me fait peur. Est-ce que toi, tu as eu peur? Bah oui, complètement. En fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est la sécurité. Quand on t'offre un CDI avec un bon salaire, et puis en plus ça correspond en tout point à ce que les autres considèrent comme la réussite, donc c'est très Ouais. valorisant pour toi. Bah, t'es dans un confort qui paraît absolu aux yeux de tous, en fait. Sauf que intérieurement, c'est pas vrai. Enfin, c'est un peu se mentir à soi-même. Le confort n'y est pas. Et certainement que si j'avais continué encore des années, j'aurais peut-être fait le fameux burn-out dont tout le monde parle, parce qu'en fait, je n'étais pas à ma place, j'étais pas là où je devais être, et j'étais pas en train de faire quelque chose qui me réussissait. Et au contraire, j'étais certainement en train de faire quelque chose qui allait me fatiguer à long terme. Donc finalement, en fait, je quittais un confort apparent, un peu le confort qui est validé par la société, mais en fait, au final, j'ai trouvé un confort qui est bien plus grand pour moi. Mais oui, bien sûr, en fait, ça fait très peur. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, pourquoi tu dis non à ce confort, parce que voilà, quand tu as compris les vraies raisons pour lesquelles il faut que tu le fasses, pour lesquelles il faut que tu changes, tu peux plus vraiment revenir en arrière, je pense. Et malgré la peur, il faut y aller. À partir du moment où tu t'es dit, OK, maintenant je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le veux, ça t'a pris combien de temps pour partir de ton travail? Euh, Alors, c'est c'est pas facile de répondre à ça. En fait, je pense que tout remonte. Euh,
à l'année 2012, fin d'année, en fait, on était en année de césure. Donc moi, dans mon école de commerce, et David, qui est mon amoureux d'aujourd'hui, qui était déjà à l'époque, était dans son école d'ingénieur. Et en fait, on est tous les deux partis faire 3 mois de woofing à Hawaï. Donc on s'est Génial. retrouvés. Ouais, on s'est retrouvés vraiment à l'autre bout du monde à planter des laitues enfin, en permaculture dans une ferme à Hawaï. Et en fait, on s'est retrouvés complètement immergés avec des gens qui avaient déjà fait ce travail, enfin qui étaient déjà bien plus vieux que nous, donc qui avaient bien grandi déjà, et qui avaient déjà fait ce travail d'observer leur vie et qui avaient fait le pas de côté de leur vie qui était toute tracée et qui avaient déjà eu une réflexion en fait sur qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'ai une vie qui ait plus de sens, etc. Donc en fait, on s'est retrouvés au milieu des gens qui avaient déjà eu ce genre de réflexion. Et puis voilà, avec tout un tas d'autres réflexions voilà. En fait, on est ressortis de là. On avait vraiment plein de graines qui avaient été plantées chez nous, Ouais. dans nos têtes. Nous, on en avait planté vraiment dans la terre. Mais il y en avait plein qui avaient déjà été plantés dans nos têtes à ce moment-là. Et donc, on est rentré de là dans nos vies un peu banales. Hein. Ça n'a pas été un choc. On n'a pas immédiatement changé, puisque moi, finalement, j'ai démissionné. Enfin, j'ai quitté un peu cette vie toute tracée. Il me semble que c'était fin 2017, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça, ouais. Fin 2016 même. Donc, on est bien plus tard. Mais donc on pourrait penser voilà, que ça a mis 4 ans en fait finalement à cheminer. Mais ça a été très long, très progressif. Il m'a vraiment fallu du temps pour me dire là je peux plus. Et en fait à partir du moment où j'ai vraiment réalisé ça, où j'ai vraiment réalisé là, c'est pas possible, je ne peux pas me faire ça à moi-même. Ouais. Ce temps-là que j'utilise, il faut que je l'utilise pour moi et non pas pour les autres. Il y avait aussi cette réflexion sur les personnes avec qui je passais la majorité de la journée, qui étaient des collègues, donc des personnes que je n'avais pas choisies. Ça me Ouais. paraissait aussi complètement aberrant en fait de passer mes journées avec des personnes que j'avais pas choisies, alors qu'il y avait des personnes dans ma vie que j'aimais et que j'avais choisies. Ça me paraissait aberrant en fait que ce soit totalement inversé, que les personnes que j'avais choisies, je les voyais moins que les personnes que je n'avais pas C'est choisies. vrai. Enfin voilà, à partir du moment en fait où j'ai commencé à avoir un petit peu toute cette réflexion, ça a été rapide. Mais tu vois, D'accord. sinon, sur le fond, en fait, ça a été long. Ouais, le cheminement a pris un petit peu de temps, mais une fois que la Ouais, décision était claire et nette, ça a été rapide. ouais, c'est ça. Ouais. Comment ton entourage a aperçu ce changement? Alors moi, mon entourage, tu peux t'en douter, comme j'étais un petit peu l'élève et la fille modèle qui a toujours peur de décevoir, j'avais très peur de leur réaction parce que du coup, je sortais un petit peu des sentiers cloutés. Ouais. Mais en fait, j'avais peur pour rien parce qu'ils se sont rendus compte que mes arguments étaient les bons, en fait, que si je disais avec passion et assurance que cette vie n'était pas pour moi et que je comptais bien trouver quelque chose qui avait plus de sens, et c'est certainement que j'avais raison. Donc j'ai finalement eu beaucoup de soutien. J'avais peur de décevoir, mais j'ai finalement eu beaucoup de soutien à ce moment-là. Mais on a souvent tendance à croire que les gens vont être déçus de nos choix, alors que Ouais. finalement, les gens qui nous aiment souhaitent notre bonheur avant tout. Mm. Et Ouais. c'est vrai qu'on se fait énormément d'idées et des fois des fausses idées, alors que Mm. faut juste se lancer, oser leur dire voilà, j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'autre Mm. chose et je sais que c'est ce qui me correspond le plus. Et très souvent, ils nous suivent. Mm. Oui, oui, absolument. Mais j'ai eu cette chance. Alors, je sais que tout le monde n'a pas cette chance, mais Bien sûr. effectivement, moi, je me faisais beaucoup de peurs qui n'avaient pas du tout lieu d'être. Quand tu arrêtes, là, vraiment au moment où tu dis c'est bon, je démissionne, est-ce que dans ta tête, tu as quand même tracé ce qui va se passer après? Est-ce que tu t'es fait un plan de ce qui va se passer après? Ou vraiment tu t'es dit j'arrête parce que je n'aime plus, c'est pas ce qui me correspond et on verra ce qui va se passer?
Alors, j'avais quand même un plan de vie au sens large Ouais. qu'on avait élaboré tous les deux, donc avec David, qui était le fait ça tournait vraiment au fait de se réapproprier notre temps. Donc là, en fait, si je quittais quelque chose, c'était vraiment pour désormais bâtir ma vie de façon à pouvoir maîtriser mon temps. Donc ça, c'était vraiment, enfin voilà, je partais pas sans rien, je savais ça. Et ça, je pense que c'était même le plus important. Après, je savais pas par contre spécifiquement ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, mais je savais que c'était autour de ça que ça allait, que ça allait tourner. Parce qu'en fait, on avait un petit peu ce projet fou de pouvoir voyager toute notre vie. Et Mhm. donc, pour en être capable, bah, il faudrait pouvoir travailler en voyageant. Donc, il fallait que je puisse trouver un métier qui puisse se faire à distance. Et mon métier actuel, qui était en audit financier ou de manière plus générale dans la finance d'entreprise, bah, il fallait que je réinvente tout en fait. Il n'y avait pas vraiment de moyen que je puisse faire ça à l'autre bout du monde comme ça. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui était sûr et clair. Par contre, quand j'ai quitté, je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire. Mais ça, j'ai pu le faire et j'ai eu cette chance parce que c'est un projet qu'on a eu à deux et j'ai pu démissionner alors que David, lui, continuait son travail pendant ce temps-là et donc m'assurait en fait un petit peu le matelas financier et me permettait de prendre le temps de savoir ce que j'allais faire. D'accord. Et à quel moment tu t'es dit, j'ai fait le bon choix de partir? Euh, Ça a été assez bah, rapide ou est-ce que ça a quand même pris du temps, le temps que tu trouves tes marques, que tu trouves ton nouveau métier et tout ça, ou est-ce que finalement, non, parce que tu savais déjà ce que tu voulais au fond de toi? Ouais, ben, c'est ça. En fait, au moment où j'ai posé ma démission, je savais déjà que c'était le bon choix. D'accord. J'avais vraiment pas de doute. En fait, vraiment le jour où j'ai posé ma démission, je savais que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et même si, voilà, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire ensuite, je savais que ce serait forcément mieux, que ça me ressemblerait plus parce que je l'aurais choisi et que j'aurais eu la chance d'avoir le temps de le choisir. Et ouais, je savais déjà que c'était la bonne décision. D'accord. Et quel est ton Mm. métier aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais de la rédaction web. Donc, j'écris. Donc, j'ai délaissé les chiffres au Ouais. profit des mots. Et ça me réussit beaucoup plus, je pense. Donc, voilà. En fait, j'écris pour mon blog déjà, évidemment. Et puis, j'écris pour d'autres clients. Et j'adore ta façon d'écrire. Je trouve qu'il y a un côté très poétique dans ta façon d'écrire. Et je trouve ça vraiment très, très beau. Donc, franchement, alors je sais C'est pas, gentil. tu devais être très bonne dans ce que tu faisais avant, mais en tout cas, ça te réussit très bien. C'est gentil. Justement, en parlant d'écriture, sur ton blog, on peut voir que tu aimes énormément la mode. Donc, tu aimes les lettres, mais aussi la mode. À l'ère de la fast fashion, où les modeuses Instagram nous donnent l'impression de vivre un peu, tu sais, une fashion week à chaque poste, comment tu fais Ouais. pour rester aligné avec tes convictions écologiques? Bah, en fait, mes convictions écologiques, elles sont surtout soutenues par une volonté de réduire ma consommation. Ça a été un petit peu ce qui m'a toujours portée avant de mieux consommer. J'ai toujours été portée par le moins consommer. Et en fait, je pense que quand on commence dans cette direction-là, bah, on commence à regarder en fait justement toutes les blogueuses mode qui, comme tu dis, toutes les semaines font une nouvelle Fashion Week. On commence à regarder ça de plus en plus avec de la distance, en Ouais. se disant que, parce que moi, ça a vraiment été un cheminement comme ça. Moi aussi, en fait, il y a un moment dans ma vie où j'aurais aimé pouvoir faire la Fashion Week toutes les semaines. Euh, mais en fait, je sais qu'avec la distance, avec tout ce que j'ai eu la chance d'apprendre, le temps que j'ai pris pour l'apprendre, les efforts que j'ai faits pour l'apprendre, etc., maintenant, en fait, je m'en détache parce que je sais que je suis bien plus libre finalement qu'elle, parce que j'ai beaucoup plus d'espace, que ce soit dans ma penderie ou dans ma tête. Je Ouais. sais que cet espace que j'ai réussi à créer, finalement, il me rend, en tout cas moi, plus heureuse que je l'aurais été si j'avais fait la Fashion Week toutes les semaines.
Ben, justement, tu parles d'un truc super intéressant sur lequel je vais rebondir. Tu dis que toi, pour toi, c'était d'abord consommer moins. Sauf que, alors moi, je suis vraiment aux prémices de mon éducation, on va dire, écologique. Et Mm, je remarque que même dans le monde green, mm, on parle quand même beaucoup d'achats. C'est-à-dire, on va mm, parler mm, d'achats de produits recyclés ou de seconde main. Donc, je ne sais pas comment trouver le juste milieu. T'en penses quoi, toi? mm. Ouais, ça c'est le grand paradoxe. C'est le grand paradoxe déjà du blogging engagé et responsable, parce qu'en fait, comme tu dis, on prône le consommer moins et en même temps, on va présenter des alternatives pour consommer mieux. Et parfois, du coup, on va s'adresser à des gens qui commencent par le consommer mieux avant d'entamer une démarche de consommer moins, qui n'est pas clairement pas facile dans une société où on est sans arrêt poussé à la consommation. C'est clair. Et donc, on va peut-être parfois insuffler des comportements où les consommateurs vont avoir une conscience qui va être un petit peu plus apaisée parce qu'ils vont consommer mieux, mais par contre, ils vont consommer de manière excessive et peut-être même compulsive. Ouais. Peut-être qu'on va impulser ce genre de comportement. Ça, c'est vraiment le vrai gros paradoxe et même problème, et je pense que je ne suis pas la seule enfin clairement pas la seule de mes collègues à réfléchir là-dessus. Moi, en fait, à chaque fois que je vais présenter quelque chose, je vais toujours l'associer à un message de réduire sa consommation, parce que pour moi, c'est vraiment ça qui est important à la fois pour soi et puis pour le reste. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué de présenter des alternatives pour consommer mieux. Et pour moi, en fait, c'est très important parce que ces alternatives pour consommer mieux, et notamment quand on parle de mode, en fait, souvent, enfin, personne ne les connaît parce que leur budget, elles le mettent pour mieux payer les salaires de leurs ouvriers, mieux choisir leur matière, enfin, favoriser de meilleurs process de fabrication, etc. Donc en fait, au final, elles n'ont plus tellement de budget pour la communication, et donc ces marques-là, elles sont inexistantes aux yeux des consommateurs et personne ne les connaît. Et bon, ça c'est un exemple, mais il y a aussi évidemment toutes les marques de mode qui commencent à surfer sur la vague Exactement. éthique, engagée et compagnie, voilà, et qui Ben commencent justement, avec j'ai des une question slogans. là-dessus. On a vu, alors justement, tu en parles dans une de tes dernières vidéos, il y a H&M qui vient de sortir une gamme, on va dire, éco-responsable. Il y a Nike qui a sorti une paire de baskets recyclées. T'en penses quoi? En fait, c'est pas tout blanc et c'est pas tout noir, en fait, ce genre d'initiative. Euh, c'est compliqué de se positionner. En fait, les grands groupes, ils sont devenus grands. Enfin, ouais, ils sont devenus si grands aujourd'hui parce qu'ils ont bâti leur business model sur un modèle qui n'est pas du tout ni durable ni juste. Ouais. Et ça, c'est inacceptable en fait. Je pense que, enfin, j'espère que, je sais pas, dans 20 ans, on aura réinventé ce modèle et qu'on l'observera d'un peu loin et qu'on se dira, mais comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça? En fait, ces grands groupes, ils se sont construits et ils ont gagné autant d'argent parce qu'ils sont partis du principe qu'il y avait une population dans le monde qui pouvait se servir d'une autre population dans le monde qui était plus pauvre, plus défavorisée et qui pouvait rendre dépendants de leurs commandes. Et donc imposer des conditions de travail catastrophiques, imposer des process de fabrication hyper polluants qui vont polluer les sols et les eaux de ces populations sans que personne ne puisse lever le petit doigt ou manifester, puisque ils n'ont absolument aucun pouvoir. Et donc en fait voilà, ces grands groupes, ils se sont bâtis sur cette idée-là, et c'est en fait on n'aurait même pas dû laisser faire ça. Donc c'est pour ça que c'est pas tout noir ou tout blanc, parce qu'aujourd'hui, voilà, s'ils commencent à avoir une réflexion sur tout ça, sur l'éthique, sur des matières un petit peu plus éco-responsables, c'est parce que ils sont devenus si gros parce qu'ils se sont basés sur l'exploitation humaine et de la planète. Mais parce que du coup, ils ont tout cet argent aujourd'hui, ça va être souvent ceux qui vont proposer les innovations les plus intéressantes, parce que c'est eux qui vont avoir les sous pour mettre dans la recherche et développement, par exemple. D'accord. Euh,
voilà, c'est tout plein d'enjeux. Et puis, il y a aussi le fait que la mode éthique, ça coûte très cher. Soutenir des marques qui font les choses bien localement ou en commerce équitable, tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, une personne qui va vouloir acheter quelque chose de neuf et qui va vouloir faire un achat qu'elle va considérer comme mieux, ça peut être intéressant, par exemple, d'acheter dans la collection Conscious de H&M. Enfin, en fait, si on imagine que tout le monde se met à faire ça, c'est-à-dire à ne consommer que dans la collection Conscious de H&M et à délaisser le reste de leur collection, forcément, H&M, ils vont se poser des questions, ils vont peut-être mettre des bouchées doubles pour financer de la R&D, pour, je sais pas, favoriser le recyclage textile, favoriser le recyclage du caoutchouc, des chaussures, etc. Enfin, voilà, mais c'est tout plein d'enjeux. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à croire que il sort sur du greenwashing et que c'est que du négatif. Et toi, tu dis alors c'est pas tout blanc et que voilà, il y a quand même cette part d'ombre à relever qui est importante et que les gens sachent vraiment aussi ce qu'ils consomment dans ces catégories mises sur le marché par H&M ou par Nike. Mais derrière, c'est vrai que je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça peut peut-être aussi permettre à des gens qui commencent à peine dans cette conscience écologique, d'essayer et peut-être que c'est en passant par là que le changement peut se faire. Oui, c'est une manœuvre en fait, et le consommateur doit prendre toutes les manœuvres qu'il puisse prendre, il faut qu'il les prenne et il faut qu'il fasse comme il peut. Parce que c'est pas simple d'être consommateur dans une société de consommation et de vouloir faire mieux. Donc oui, clairement, il faut faire comme on peut et comme on veut et faire de son mieux. Justement, tu vois, je suis totalement d'accord avec toi parce que moi, je commence depuis à peu près 1 an et demi à vraiment changer totalement ma manière de faire, ma manière de voir les choses, de consommer. Je trouve que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident de s'y retrouver, de pas faire d'erreurs. Et je me dis que moi, voilà, je fais partie vraiment de ces gens lambda qui essayent de faire mieux. Mais par exemple, pour la mode, comment toi tu fais pour acheter une marque et plutôt qu'une autre? Tu te bases sur quoi? C'est compliqué, hein. Et surtout, voilà, comme je te disais, avec la nouvelle mouvance du green et du l'engagé, où maintenant, c'est un peu n'importe qui se revendique marque engagée et marque éthique, et donc les discours se croisent, il y a des labels qui s'inventent, tout ça pour tromper le consommateur, et ça devient vraiment très compliqué d'essayer. Non, essayer, c'est pas compliqué, mais faire mieux, ça l'est parce qu'on est perdu, totalement perdu, parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'enjeux, et qu'en plus de ça, on essaye de nous perdre. Donc oui, c'est très compliqué. Moi, je commence à avoir l'habitude parce que ça fait, je sais pas, ça doit faire bien 5-6 ans que je m'intéresse à une mode plus éthique. À l'époque, il y a 5-6 ans, il y avait vraiment moins de choix. Donc ça m'a permis de commencer avec ce qu'il y avait et finalement d'évoluer avec les marques qui évoluaient elles aussi, donc que mes connaissances elles augmentent un peu petit à petit, donc j'ai pas eu tout à apprendre d'un coup. Mais c'est vrai que il faut pas hésiter à poser des questions aux marques. Il faut déjà savoir ce que l'on veut, ce qui est important pour soi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes priorités. Bien sûr. Il faut, c'est compliqué, ça demande des efforts. Et c'est d'ailleurs pour ça que, il y a quelques années, 2 ans et demi, je crois, j'ai créé le générateur de marquises. C'était au départ pour moi. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ouais. En fait, c'est ce que je voudrais être un moteur de recherche de marques de mode éthique. Donc, en gros, avec un questionnaire, on répond à qu'est-ce que l'on cherche, donc comme type de vêtements, quel est son budget, quel est son style, et puis quelles sont mes priorités de consommation. Donc, est-ce que j'ai envie de consommer français? Est-ce que j'ai envie de consommer européen? Ou est-ce que ça ne me dérange pas que ce soit fabriqué à l'autre bout du monde dans le cadre du commerce équitable? Est-ce que je préférais consommer du coton bio? Est-ce que je préférais que ce soit recyclé, etc. Donc en fait, est-ce que je préférais que ce soit vegan? Et donc le générateur mouline et propose du coup toutes les marques qui sont censées proposer ce qu'on cherche.
Et ça, c'était vraiment une façon pour moi d'essayer de contribuer un petit peu à ma manière à faire rencontrer le consommateur qui essaye de mieux faire avec les marques qui, elles aussi, essayent de mieux faire. Mais c'est vraiment Et génial, comment ça s'appelle? Je perds mes mots. le générateur, Le générateur, voilà, je perds mes mots, ouais, excuse-moi. le générateur de marquise, il s'appelle. Voilà. Je trouve ça super intéressant. Moi, j'ai été voir comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas justement ces nouvelles marques qui, comme tu dis, font de leur mieux, ben, là, il suffit de rentrer ces critères et tu nous proposes tout ce qu'il y a sur le marché en fonction de ce que l'on veut. Et ça nous facilite la vie, mais grandement. Donc, ce concept est juste génial. Donc, vous qui nous écoutez, si vraiment vous êtes comme moi et que vous êtes un peu perdu dans ce monde de marques, allez vraiment voir le générateur de marque de Céline. De toute façon, je mettrai toutes les informations en barre d'infos, mais ça facilite la vie, mais à 300%. Donc, c'est vraiment une très, très bonne idée d'avoir conçu ça. Ouais, je suis vraiment contente que ça serve. Parce que c'est vraiment quelque chose que je fais bénévolement. Enfin, les marques n'ont pas à payer pour y figurer Ouais. et les consommateurs n'ont évidemment pas à payer pour s'en servir. C'était vraiment ma contribution au monde un petit peu. Bah, merci. Merci. Alors moi, je t'ai connue, la première vidéo de toi que j'ai vue sur YouTube, parce que alors tu as un blog, mais tu as aussi une chaîne YouTube, c'était une vidéo où tu expliquais ton tour du monde. Parce qu'en fait, avec ton chéri, vous êtes partis pour un tour du monde, mais la spécificité de ce tour du monde, c'est que c'était sans avion. Alors moi qui suis Ouais. hôtesse de l'air et qui ne Ouais. m'imagine pas voyager autrement que sans avion, je t'avouerai que je suis restée quand même scotchée devant ta vidéo en me disant, mais c'est impossible. Voilà, d'emblée, ça a été vraiment mes premiers mots, mais c'est impossible, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et après, en suivant tes aventures, je me suis dit, mais c'est juste incroyable. D'où est partie cette idée? Comment vous avez mis ça en place? Est-ce que tu peux nous en parler? Ben, alors, décider de ne plus prendre l'avion, c'est vraiment une décision difficile. Parce qu'on habite enfin, oui, on vit dans une société qui valorise beaucoup, beaucoup le voyage à l'autre bout du monde parce que bah, c'est sûr, ça fait grandir de voyager. Ça fait grandir de rencontrer de nouvelles cultures, de se confronter à l'autre. Ça fait grandir, c'est sûr. Et donc, c'est extrêmement valorisé. On valorise beaucoup les tours du monde un peu en un an, les gens qui prennent une année sabbatique pour faire le tour du monde, donc ils font, je sais pas, 20 pays en un an. Et nous, ça a été c'est venu en fait après, je sais pas, 7, 8 ans de travail sur où on a repensé nos habitudes petit à petit, de manière très progressive, parce que ça a toujours été comme ça avec nous. En fait, on a vraiment mis beaucoup de temps à petit à petit à ce que nos œillères tombent et à ce on puisse s'observer un petit peu plus, faire le petit pas de côté pour observer nos habitudes et essayer de les repenser. Et en fait, voilà, après 7-8 ans, tout d'un coup, alors que on arrive dans un contexte où ça y est, maintenant, on a repensé nos vies pour maîtriser notre temps. On se dit en fait, on a le temps de voyager. L'avion, ça sert à quoi? Ça sert à aller à l'autre bout du monde de manière rapide parce que les gens n'ont pas le temps, parce que les gens travaillent. Enfin, nous aussi, on travaille, mais je veux dire parce qu'ils ont un bureau dans lequel il faut qu'ils aillent travailler. Et nous, en fait, notre bureau, il est dans notre valise. Enfin, en tout cas, on a la possibilité de le faire. Et en fait, c'est quand on a réalisé ça qu'on avait ce temps qui nous permettait de nous aligner complètement avec nos valeurs, parce que l'impact écologique qu'on peut avoir avec un seul aller-retour à l'autre bout du monde, il est énorme en termes d'impact CO2. Ouais. Et nous, en fait, on avait cette possibilité d'y remédier, on avait cette possibilité d'essayer de faire autre chose, de repenser cette habitude qui était... Enfin voilà, nous, avant, comme je t'ai dit, on a fait à Hawaï, et c'est d'ailleurs ça finalement qui a démarré notre réflexion sur tout. Donc heureusement qu'on est parti à Hawaï avec l'avion pendant 3 mois en 2012, heureusement, puisque c'est ça qui a planté les graines. Et donc, on a pris l'avion avant de décider de ne plus le prendre, comme on mangeait de la viande avant de décider de ne plus en manger. Donc, en fait, je sais très bien le temps qu'il a fallu pour qu'on réalise tout ça et qu'on soit capable de prendre cette décision.
Mais voilà, c'était un petit peu… voilà, à partir du moment où on a vu que toutes les étoiles s'alignaient et que finalement c'était possible et que ça allait même peut-être être encore plus sympa de voyager sans, ou d'essayer de voyager sans, qu'on a décidé, ça y est, c'est décidé, on arrête l'avion. Alors, on va revenir sur le tour du monde, mais alors moi qui suis vraiment dans les avions, mais je crois que la plus grosse partie de mon temps, je la passe dans un avion, surtout qu'en plus, je fais du long courrier, donc voilà, moi, je suis vraiment la mauvaise élève. Aujourd'hui, il y a des compagnies aériennes, notamment aussi la mienne, des compagnies aériennes, aussi des aéroports, qui, face à l'enjeu écologique, mettent en place tout un tas d'actions. Alors, ça va des avions moins, entre guillemets, polluants, des matières moins polluantes aussi, la suppression de plastique dans les avions, l'utilisation de matières recyclées. Toi, t'en penses quoi justement avec ta démarche de voyage sans avion? Est-ce que tu penses que l'impact n'est pas suffisant pour voyager en avion ou est-ce que c'est un bon début? Les deux. Disons, pour moi, parce que c'est une décision qui ne concerne vraiment que nous. Pour nous, l'impact, pour l'instant, là où on en est, c'est vraiment pas suffisant pour nous. On ne peut pas remonter aujourd'hui dans un avion pour aller, je sais pas, aux États-Unis par exemple, parce que l'impact CO2 serait vraiment trop important par rapport à ce que nous, on aurait la possibilité de faire en montant dans un bateau par exemple. Mais encore, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire du bateau stop et d'avoir quelques semaines devant soi pour atteindre le continent Amérique, c'est clair. Mais par contre, voilà, en fait, c'est hyper important de commencer. Il faut bien commencer quelque part pour faire mieux. Et donc, si on a la possibilité de soutenir, des compagnies aériennes qui s'engagent à utiliser des engins qui vont consommer ou produire moins d'émissions de gaz à effet de serre, c'est celle-là qu'il faut soutenir. Si on a la possibilité de soutenir des compagnies aériennes qui ont banni le plastique, c'est celle-là qu'il faut soutenir. C'est toujours pareil, en fait. Quand on peut consommer mieux, il faut consommer mieux. Mais avant tout, j'y reviens, quand on peut consommer moins, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Ouais, exactement. Alors, il y a aussi un autre problème, parce que pour moi, c'est quand même un problème. Avec l'apparition, tu vois, des compagnies low cost, le voyage, forcément, ça s'est démocratisé, ce qui a permis à des familles qui n'ont pas beaucoup de revenus de pouvoir voyager. Donc, on va aujourd'hui aux États-Unis, des fois pour une centaine d'euros, chose qui, il y a des années, était inconcevable. Est-ce que tu penses que l'écologie, c'est un truc de riche? En fait, ce qui est un truc de riche, c'est d'avoir la possibilité de se poser des questions sur l'écologie. Ça, c'est un truc de riche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir l'espace mental et donc du temps et pas beaucoup de soucis. Et en général, les soucis financiers, c'est des soucis qui prennent beaucoup de place dans la tête pour pouvoir se dire, je vais repenser mes habitudes, je vais essayer de faire des efforts pour changer mon comportement. Ça, c'est très, très difficile. Ça demande beaucoup d'efforts parce que changer, c'est difficile. Et ça, je suis persuadée que il faut être extrêmement privilégié pour pouvoir le faire. Par contre, en fait, quand on a la possibilité de le faire, en fait, on se rend compte que moi, par exemple, aujourd'hui, que ma consommation est vraiment réduite et limitée, je consomme bien moins que dans ma vie d'avant. Ouais. J'achète tout d'occasion, presque, quand je veux acheter quelque chose. Je voyage, pour voyager à l'autre bout du monde, je prends le temps d'y aller et ça ne me coûte pas grand-chose. Mais en fait, je sais que si j'ai repensé tout ça, si j'ai pu le faire, c'est vraiment parce que à la base, effectivement, je suis extrêmement privilégiée. Ouais. C'est bien à souligner parce que c'est vrai que des fois, on a des discours qui sont un peu moralisateurs ou qui nous disent non, mais tout le monde doit faire un effort et voilà. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais la même impression que toi, que ce soit toi ou moi, on fait partie de ces gens privilégiés qui peuvent repenser les choses différemment, qui ont le temps de le faire, comme tu le dis si bien.
Mm. et qui des fois ont même les moyens de faire différemment, mais tout le monde ne peut pas. Par exemple, quelqu'un Bien sûr. qui a une famille avec 3 enfants, qui arrive à peine à boucler les fins de mois et qui des fois n'y arrive même pas. Mm. Aujourd'hui, leur Mm. dire oui, mais il faut revoir comment vous consommez pour les Mm. enfants aussi et tout ça. Je pense que c'est le cadet de leurs soucis. On peut le comprendre parce que pour eux, Mm. ben, il y a des urgences qui sont plus importantes. Absolument. Absolument, oui, oui, il y a d'autres chats à fouetter, et comme tu dis, d'autres priorités, d'autres urgences. Oui, oui, absolument. Ouais, non, c'est vraiment important à souligner. On va revenir sur votre tour du monde qui, moi, m'a fascinée. Comment vous êtes organisé pour partir sans avion et quels étaient les éléments importants à prendre en compte? Parce que moi, je suis certaine qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient beaucoup faire ce genre de voyage, mais c'est pas évident. C'est pas évident à mettre en place. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne. Comment vous vous êtes organisé? Alors nous, on partait du coup un peu en étant ce qu'on appelle des digital nomades parce qu'on travaillait en même temps. Donc ça, je pense que c'était le plus compliqué à mettre en place, c'est qu'il a fallu concilier à la fois le voyage et le travail. Et alors qu'au départ, quand on part, tu sais, on a juste envie de profiter de la vie, des gens qu'on rencontre. Mais bon, ça a mis un peu de temps, vraiment, en vrai. Il a fallu, je pense, plusieurs mois pour qu'on réussisse vraiment à soit ne pas trop travailler, soit ne pas trop voyager, mais vraiment trouver un bon mix des deux. Ça a été le plus difficile à mettre en place et pour ça, il a fallu accepter que pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions, il fallait que quasiment tous les jours, on dorme dans une auberge de jeunesse, donc on ait une chambre à nous, qu'on ait au moins une table pour qu'on puisse se poser avec une connexion Internet, etc. Ça, c'était, je pense, le plus difficile à mettre en place pour nous. Mais sinon, Ça a été? il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il y a? Ça a été, c'est-à-dire que dans l'organisation en soi, c'était pas très compliqué d'un voyage lambda. En fait, je dirais même que c'est plus facile qu'un voyage lambda parce que souvent, dans un voyage lambda, il y a enfin même c'est pas souvent, c'est toujours, il y a une date limite, il y a une date de retour. Ouais. Et nous, en fait, on pouvait prendre le temps qu'on voulait là où on voulait. Alors évidemment, on avait les visas, hein, les deadlines des visas, mais bon, souvent qu'on faisait renouveler parce qu'on avait besoin de plus de temps. Et en fait, c'est ça, quand tu voyages lentement, l'organisation, elle prend le temps de se faire. Il ne faut pas avoir fait ci, ça en un temps assez record, courir à droite à gauche. Il n'y a pas du tout ça, en fait, quand tu voyages sans avion. Donc, quand tu voyages un petit peu à ton rythme, tu prends le temps d'organiser. Et si tu n'as pas organisé, c'est pas grave. On ira encore plus lentement, on se trompera, mais c'est pas grave parce que demain, on pourra revenir. Tu vois, enfin... Je pense que c'est même plus facile à organiser qu'un voyage, par exemple un tour du monde en 365 jours, ce que je te disais. Je pense que ça demande vraiment des mois de préparation. Nous, on est un peu parti la fleur au fusil, sans savoir vraiment quel itinéraire on allait prendre, juste en sachant que, en théorie, ça ne terminerait jamais. D'accord, c'est génial, c'est génial. Juste le jour du départ, on sait qu'on va partir telle date, on sait C'est ça. peut-être, vous saviez, la première destination, et puis après, c'était vraiment quand même. vos envies. Ouais, on a pris le train jusqu'à Munich. Ouais, génial. Ah, pas très loin de chez moi. Est-ce que pendant tout ce voyage, votre démarche écologique a été assez facile à mettre en place, ou est-ce qu'au contraire, ça a été plutôt compliqué? Alors en Europe, ça a été assez facile parce qu'on n'avait pas du tout perdu nos repères parce que dans la majorité des pays européens, il y a des marchés de producteurs, il y a des magasins qui vendent du vrac, donc on n'a pas trop été, pas trop perdu. Par contre, dès qu'on a commencé à arriver en Asie, là, nos principes écologiques ont pris un coup parce que ça a été très très difficile, voire impossible d'éviter le plastique. Alors on a cherché à limiter au maximum évidemment, mais nous en tout cas on n'a pas trouvé de solution pour l'éviter totalement de notre vie. Et ça, c'est vrai que ça a pris un petit coup parce qu'encore une fois, on en revenait un petit peu à
nous privilégiés qui voyageons sans avion et qui allons consommer du plastique à l'autre bout du monde, plastique que ces pays qui sont plus pauvres que le nôtre vont devoir, c'est à eux que ça va revenir, ça va aller dans leur poubelle, c'est eux qui vont devoir le gérer. Donc c'est vrai qu'on a eu des petits soucis de conscience comme ça et on a vraiment, enfin ouais, en Asie, c'est très très difficile d'éviter le plastique où vraiment tout est emballé, quoi. Est-ce que ça permet aussi de relativiser et de mieux comprendre aussi ce qui se passe loin de chez nous? C'est-à-dire que, OK, nous, on a une façon de faire, on veut mieux faire. Donc, comme tu dis, on va arrêter le plastique, on va mettre en place tout un tas de petites choses pour bien faire. Est-ce que le fait d'arriver dans ces pays-là et voir que ces gens-là, ben, eux, ils peuvent pas, ça permet aussi de dédramatiser quand nous, on fait pas bien les choses? Ou est-ce qu'au contraire, tu te disais, mince, ils devraient quand même mieux faire? C'est vrai que la conscience écologique là-bas, elle est pas, enfin, du moins dans certains endroits, elle n'est pas du tout éveillée, mais encore une fois, c'est parce qu'on en revient toujours au même point, c'est que ces régions-là, ces régions qui sont pas forcément pauvres au sens où on l'entend, parce que c'est souvent des villages qui arrivent à vivre quand même dans une forme d'autosuffisance, etc. Donc, c'est pas pauvre au sens où nous, on pourrait avoir des populations pauvres dans nos villes qui ont vraiment rien. Là, ils ont quand même leur maison, ils ont de quoi manger, ils vivent dans une forme de sobriété heureuse finalement. Mais il y a l'Occident qui leur amène ce plastique. Toutes ces choses emballées qui leur donnent envie parce qu'ils ont évidemment une forme d'idéal un petit peu. L'idéal de la consommation, c'est tout ce qui va être vendu en Occident, tout ce qui va être emballé. En fait, ils n'ont pas reçu, eux, l'éducation qui leur explique ce qu'est un déchet, qui leur explique ce qu'est le plastique, qui leur explique que ça va mettre des centaines d'années à se dégrader. Tout ça, en fait, ils ne le savent pas, ces gens-là. Donc, clairement, on ne peut pas leur reprocher, même si, moi, je me rappelle avoir on était dans une barque au Laos avec deux adultes, et Ouais, ils lançaient leur plastique dans la rivière. ouais. Le plastique qui emballait leur petite brioche. Et puis moi, j'ai essayé de leur expliquer que je préférais qu'ils me donnent le sachet plastique à moi. Mais ils me prenaient pour une folle. Ils ne savaient pas pourquoi je préférais prendre le plastique plutôt que la brioche qu'ils préféraient me donner. Mais oui, clairement, on ne peut pas leur en vouloir. C'est vrai que on se rend compte que notre sensibilité à nous, à tous ces sujets-là, c'est parce que, encore une fois, on a la chance d'avoir accès à l'information, à la connaissance, etc. Ouais. Ton voyage n'avait pas de date limite. Vous étiez Mm. parti pour vraiment un très long moment. Malheureusement, le Covid est passé par là. Et alors, je t'avouerai que quand j'ai vu ta vidéo de retour, j'ai eu les larmes aux yeux. Est-ce que tu Mm. peux nous dire comment vous avez vécu ce retour en France dû au Covid? Très mal. Oui, en fait, on était, quand le Covid et même quand le confinement s'est déclenché en France, on était dans une petite île en Thaïlande, une si petite île que on était les derniers occidentaux dessus et que le propriétaire de notre bungalow est venu nous dire que peut-être qu'on serait plus ravitaillé par le continent donc à cause du Covid et Ouais. que il avait acheté des filets de pêche pour qu'on s'entraîne à la pêche et il est venu nous apporter un grand seau d'eau en nous disant qu'il fallait en mettre de côté quand même un peu tous les jours au cas où il y aurait plus d'eau. Ah oui, d'accord. Donc on commençait à se dire bon, on est parti pour koh Lanta en vrai là. Et puis, évidemment, il y avait tout le stress que nous, on recevait depuis la France, tous ces gens qui étaient inquiets pour nous et même le fait de savoir qu'on était confinés, c'est quand même pas rien. Maintenant, Ouais. c'est derrière nous, le confinement, mais quand c'est arrivé, en fait, toute la France qui se retrouve enfermée chez elle, c'était quand même assez extraordinaire et puis Ouais. d'autant plus de l'observer de l'extérieur. Et puis, ça faisait peur, mine de rien, ce virus. On ne savait pas ce que c'était. Et tous les pays se fermaient. Enfin, oui, parce que la Thaïlande était aussi complètement fermée et barricadée à tous les autres pays autour d'elle. Enfin, tous les pays du monde étaient refermés sur eux-mêmes, en fait. Ouais. Donc, c'était vraiment une situation
très angoissante. Et nous, voilà, alors qu'on s'était dit qu'on était bien dans notre petite île et qu'on essayait de laisser passer pour au moins quelques mois pour voir comment ça allait se dérouler, bah, à un moment, on a tellement été poussés qu'on s'est dit, bon, là, vraiment, on peut pas rester là, c'est trop risqué et c'est trop risqué. Ouais. Donc, notre premier réflexe, ça a été évidemment, de repartir par la terre, mais on a vite vu que c'était pas possible. Et puis, ça a été de repartir par la mer. Donc, en fait, on a cherché des bateaux qui potentiellement étaient des Français, par exemple, qui étaient sur le chemin du retour, qui peut-être allaient essayer de regagner la France. Mais en fait, là, on a appris que il n'y avait plus aucun bateau qui circulait dans l'océan, en fait, parce que il n'y avait plus aucun bateau qui pouvait s'arrêter dans plus aucun port dans le monde. Enfin, c'était vraiment incroyable. Ouais. Donc, il n'y avait aucun bateau qui circulait. On a même contacté des cargos parce qu'on se disait quand même les marchandises, elles vont continuer à transiter. Donc oui, effectivement, les cargos continuaient, mais par contre, ils refusaient absolument de prendre des passagers parce qu'il y avait eu pas mal de temps avant ça, enfin quelques temps avant ça, de gros problèmes sur des bateaux à cause du Covid. Donc, ils refusaient absolument de prendre quiconque. Et donc, on s'est retrouvés devant le fait accompli que, merde alors, en fait, il va falloir monter dans un avion. Donc, bon. Ça a été vraiment très très dur déjà de sonner la fin de notre belle aventure qui normalement n'avait pas de fin et puis voilà qui était un petit peu la résultante de tout ce qu'on avait visualisé pendant des années depuis que moi j'avais démissionné. C'est un petit peu cette vie-là dont on rêvait et qu'on avait vraiment commencé à vivre. Moi, il y avait très peu de jours, je pense, où je m'exclamais pas oh là là, qu'est-ce qu'on est bien, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Enfin, c'était fou en fait. Et pendant un an, on était les plus heureux du monde. Et on savait qu'on était extrêmement chanceux d'être là où on était. Et tout d'un coup, il allait falloir rentrer dans une France qui était confinée, angoissée, et monter dans un avion. Ça, c'était le pompon sur la Garonne. Donc, J'imagine. Ouais. Justement, dans un de tes articles, alors l'article s'appelle Le crayon derrière l'oreille, qui est juste magnifique. J'ai eu cette sensation de nostalgie par rapport à ton voyage à l'autre bout du monde. Est-ce que quand vous êtes arrivé en France, toi et ton chéri, cette période-là de confinement a été dure à vivre ou est-ce que parce que vous étiez avec vos proches, ça a été ou comment vous l'avez vécu ce retour en France? Non, ça a été vraiment très dur. Ça a été vraiment très dur parce qu'il y a cette image que j'utilise souvent, mais qui est très vraie, qui résume vraiment ce qu'on a ressenti. C'est la voiture qui roule et qui avance et qui tout d'un coup se prend un arbre et s'arrête. En fait, ça a été vraiment ça notre retour parce que pendant un an, on a été libre d'avancer à notre rythme comme on voulait et puis chaque jour était plein de découvertes parce qu'en fait on n'avait pas de routine ou alors notre routine c'était la découverte et l'exploration. Enfin, on était sollicité tous les jours en fait. Ouais. Et tout d'un coup, on se retrouvait enfermés parce que la France était confinée et on ne pouvait plus bouger. Et en plus de ça, il fallait qu'on respecte une quarantaine. Donc, on a vécu 3 semaines. On ne voyait pas non plus vraiment nos parents. Et ça a été vraiment très, très dur cette période. Et puis ensuite, on est sorti de la quarantaine. Effectivement, ça a fait plaisir de voir ses parents, mais encore, on s'est pas serré dans les bras. Ouais. Non, c'était pas rigolo. Et puis aussi parce qu'on voyait pas du tout quel était notre avenir. Avant de partir en tour du monde, on avait vendu notre maison, on avait donné tous nos meubles, on n'avait plus rien du tout. On s'était projeté dans un voyage qui n'était pas censé avoir de limite. Et tout d'un coup, en fait, c'était noir devant nous. On voyait pas du tout ce qu'on allait devenir finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu plus de visibilité sur vos prochains voyages ou vos projets ou malgré le fait que ce soit un petit peu moins tendu que, par exemple, au mois de mars, ça reste compliqué à mettre en place? Alors pour nous qui voyageons sans avion, le voyage n'est pas possible, enfin à moins de rester évidemment dans l'espace Schengen, et il y a beaucoup de choses à faire dans l'espace Schengen, donc
Donc, on va pour l'instant s'en tenir à l'Europe. Il y a plein de choses à faire. Mais sinon, voilà, si on voulait reprendre notre voyage là où on l'a arrêté, ce ne serait pas possible aujourd'hui. Et j'ai bien peur que ça prenne encore beaucoup de temps avant que les frontières terrestres ne s'ouvrent de nouveau. Donc là, ce vers quoi on va, c'est un projet qu'on a depuis des années qui est de construire un petit endroit qui va être autosuffisant et autonome, un petit jardin en permaculture dont on rêve depuis des années. Donc voilà, on va plutôt avancer là-dessus aujourd'hui, vu que voilà, on pense que c'est le moment de cultiver notre jardin. Ah, c'est très joli ça. Si on ne devait ne retenir qu'une chose de toi, de ton parcours, ou si tu avais quelque chose d'important à nous dire qu'on devrait retenir, ce serait quoi? Je dirais que moi, le message que je voudrais qu'on retienne de moi, c'est que, parce que je l'ai personnellement vécu, c'est une expérience que j'ai vraiment vécue et je voudrais en fait l'insuffler à tout le monde, c'est que à chaque fois que j'ai fait des efforts pour faire mieux pour moi, mieux pour les autres, mieux pour la planète, donc des efforts qui sont allés dans un sens positif. En fait, à chaque fois, ça s'est vraiment retourné contre moi en version boomerang, en fois 1000 en termes de satisfaction, de fierté et de bonheur. En fait, moi, j'ai l'impression, depuis que je fais des efforts, donc ça fait 7-8 ans, j'ai l'impression d'avoir avancé vers une sorte de sobriété heureuse, un peu on y revient, où je me sens vraiment de plus en plus heureuse et j'ai sincèrement l'impression que ça va en parallèle avec... et surtout que ça vient parce que je fais tous ces efforts pour faire mieux. J'ai vraiment l'impression que ça m'apporte beaucoup. Ouais, le positif attire le positif. Voilà, exactement. Le positif attire le positif. C'est exactement ça. Mais en tout cas, je te remercie. On a passé beaucoup plus qu'1 heure ensemble, mais c'était hyper passionnant, tout ce que tu avais à nous raconter. Je suis vraiment très, très heureuse d'avoir fait ta connaissance et surtout, je suis contente d'avoir compris qu'on pouvait voyager différemment. Alors, je suis toujours hôtesse de l'air. Je ne sais pas encore pendant combien de temps, mais c'est vrai que grâce à toi, je me dis que déjà, je peux visiter l'Europe. C'est vrai qu'on a toujours envie d'aller très, très loin, alors qu'à côté de chez soi, et des fois même chez soi, on peut découvrir des choses incroyables. Donc, ça me permet de relativiser ça et de me dire, concentre-toi ce qu'il y a là, tout de suite, près de toi, et puis de manière positive. Et puis après, essaye de faire un petit peu plus, mais c'est vrai que grâce à toi, j'arrive à voir ça différemment. Donc, merci à toi. Je t'en prie, merci Tia. J'espère que vous avez apprécié cette pause thé. C'était une pause thé avec Céline. Ouais. N'hésitez pas à retrouver ma pause café avec Tia sur Spotify et iTunes et également sur Instagram. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à mardi prochain.